Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis extrêmement heureuse de partager ce petit parcours des 14 derniers mois de la transfo vers une organisation produit pour Carrefour, surtout auprès d'une population comme ici. Donc, je vais être extrêmement humble. Je voue un respect sans fin aux équipes et aux talents qui poussent le produit, le design et la tech dans les organisations en France et à l'étranger. Donc voilà, peut-être que certains de mes propos vous paraîtront d'une banalité affligeante, mais croyez-moi, dans des grands groupes, c'est beaucoup moins facile qu'ailleurs. Donc, il y a 14 mois, quelle était la situation? Donc, sachant que on a actionné le levier de la transformation, on était en safe, et on s'est dit, il y a 14 mois, pulvérisons le modèle et essayons d'aller vers quelque chose qui nous semble faire plus de sens. Donc, il y a 14 mois, les responsabilités n'étaient pas forcément très définies, pas forcément très claires. Donc, tout le monde était un peu responsable de tout quand ça fonctionnait. Et puis, forcément, quand ça fonctionnait un peu moins bien, c'était la faute de personnes. L'orientation autour de l'impact était clairement le dernier des sujets. Donc, il fallait livrer le 15 mars absolument ce dashboard de pilotage des frais de livraison. Pourquoi pas évident. Et est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas trop. Il faudrait regarder. Une orientation extrêmement forte sur le delivery. Donc, typiquement, l'année dernière, donc en 2021, j'avais en charge la direction des équipes produits pour la France. Et donc, tout le monde était très content de dire hey, « tu vas être contente, on a livré à l'heure, on a livré avec en avance. » Et j'en avais absolument rien à cirer de si on avait livré à l'heure ou en avance ou en retard, puisqu'on n'était pas en capacité de piloter l'impact et qu'est-ce qu'on a livré, quelle valeur on a shippé. C'était un peu moins clair. Donc, il y avait vraiment cette focalisation sur le delivery. Et puis, le design, c'était à peu près à ce niveau-là. Le design. Ah, on parle des artistes Non, on ne parle pas des artistes. Donc, une équipe de 4 designers, plein d'ambition et de frustration, et qui étaient là, plein de talent et prêts à accompagner la transfo. Donc ça, c'était il y a 14 mois. Ce à quoi on s'est vraiment attelé, c'est de passer d'une organisation très projet, début, fin, une équipe est là, on a des staffs, on livre et on passe à autre chose, à une organisation produit. Pour pouvoir notamment améliorer la collaboration. Donc, vous le verrez, on a mis en place un des piliers de notre modèle, c'est le 4 in a box, donc business, produit, tech, data, design. Je recommence. 4 in a box, c'est pas compliqué. Business, produit, tech et design qui travaillent ensemble sur l'ensemble du cycle de vie de l'initiative. Donc vraiment mettre en place cette collaboration extrêmement forte entre ces quatre expertises. Passer d'un modèle orienté sur l'output à un modèle orienté sur l'outcome. Donc ça oblige à faire un peu de mathématiques. Donner plein pouvoir à nos équipes produits. Quand je dis équipe produit dans notre modèle, c'est un lead PM, un VP engineer, un architecte, un product designer au niveau de la direction de l'équipe produit. Aujourd'hui, on en a 9. Et puis, le même setup qui cascade dans les équipes. Donc, leur donner tout pouvoir, en fait. Et puis, améliorer notre time to market et être beaucoup plus transparent dans la valeur qu'on générait. Apprendre aux équipes à dire, en fait, je pensais que c'était une solution, mais on vient de perdre quelques centaines de milliers de CAPEX. C'est mieux de le faire au début que 12 mois après avoir continué à investir sur une initiative qui ne génère pas d'impact. Le modèle, très simple, très basique. Alors, vous allez vous dire, oui, OK, ils n'ont rien inventé. C'est sûr, on n'a rien inventé. Donc, la vision de Carrefour, la stratégie produit et 4 piliers extrêmement structurels de notre modèle. Le 4 in a box, donc on a redéfini l'ensemble des rôles et responsabilités. C'est une équipe de 540 collaborateurs sur tout le cycle de vie d'une initiative. Le de-risking, on a mis en place la discovery discipline, on utilise le framework Focused de manière à être certain que 20% des efforts génèrent 80% de l'impact et qu'on ne se retrouve jamais plus dans des situations où on se dit oui, ça doit être une bonne idée, on part en delivery et puis 12 mois après, on réalise qu'en fait, on s'est trompé de problème à résoudre. La mise en place des OKR, donc qu'on a mis en place donc pour l'e-commerce, le marketing
les services financiers, les services marchands et plus récemment les magasins. Donc être en capacité de sélectionner de manière extrêmement fine et précise les objectifs stratégiques annuels, les KR annuels, et ensuite enclencher le cycle de KR trimestriel pour les équipes avec les kermesses, et puis l'amélioration continue et le software craftsmanship. Bien sûr, sur ce socle-là, ce modèle repose sur un socle technologique d'infra avec cloud, data et tous nos sujets d'architecture. Donc assez basique, un temple grec. Pour autant, on ne s'habille pas en toge tous les jours. Le four in a box. Le four in a box, c'est simple sur un slide quand on dit « Ah ben oui, en fait, c'est normal, le business, en fait, eux, ils vont définir les objectifs et les KR à atteindre parce qu'ils ont la data et c'est eux qui connaissent le mieux l'équation commerciale. Donc, on va s'appuyer sur le business pour définir les objectifs à atteindre. Les équipes produits qui vont être là pour animer le four in a box et contribuer, créer des solutions qui répondent aux attentes des utilisateurs. Le design pour travailler sur des expériences engageantes et la tech pour s'assurer que tout ça fonctionne et est opérable de manière pérenne. Donc sur un slide, c'est simple. Quand on bouge les lignes des rôles et des responsabilités dans des organisations sur des équipes un peu plus larges, sur des équipes larges, ça devient beaucoup plus compliqué parce que vous êtes en train d'expliquer à des stakeholders qu'en fait, non, c'est pas toi qui vas décider de ce qu'on fait. Toi, tu vas arrêter de réfléchir à des solutions qui te semblent bien parce que tu as vu ça chez un concurrent. Tu vas alimenter cette équipe-là avec tous les insights dont elle a besoin pour identifier les solutions qui vont lui permettre de résoudre le problème. Ça change pas mal de choses. Quand vous dites à un PO, avant c'était PO, maintenant c'est lead PM ou PM, en fait, toi, ta responsabilité, c'est pas juste de gérer ton backlog. Ta responsabilité, c'est de générer de l'impact. Donc, il va falloir que tu changes un petit peu le contenu de tes journées. C'est pas simple non plus. Design, ils étaient tellement dans la cave qu'ils étaient vraiment heureux, donc ils sont partis au taquet en disant « Enfin, on va pouvoir faire notre métier ». Et tech et data, là aussi, on a eu pas mal d'efforts pour développer l'ownership, mais en même temps, ça nous a permis de supprimer un peu les frustrations de « Oui, moi je code, hein. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, mais je code. » Et donc ça a été extrêmement positif. Les OKR nous ont beaucoup aidés pour nous aider les équipes à se focuser et à générer de l'alignement entre les équipes. Il faut que vous ayez en tête, donc vous avez l'e-commerce, marketing et magasin. Et puis à côté, il y a les équipes qui travaillent sur la supply, B2B, sur la marchandise, il y a la com. Et donc, comment s'assurer que les prios de l'e-commerce, en même temps, répondent aux problématiques de la com, de la marchandise, de la supply, et que toutes ces équipes-là sont synchro pour avancer en même temps sur des initiatives. Les OKR nous ont aidés à faire ça. Donc, la manière dont on fonctionne, on a des OKR annuels, assez basiques. Là, il y a un exemple, améliorer l'efficience de notre modèle omnicanal. Je ne dévoile aucun secret. Des KR stratégiques annuels. Là, on commence à avoir des choses nettement plus mesurables. Et puis, tous les quarters, les équipes définissent les KR auxquels elles souhaitent contribuer. En fonction, les équipes produits, elles sont le plus étanches possible. On essaye, donc on a modularisé l'ensemble de notre architecture technique. Et une équipe produit a l'ensemble des briques applicatives et des skills pour exécuter la promesse de son équipe, qui tient en une phrase. On a essayé de faire des choses assez simples. Tous les quarters, les équipes produits disent, voilà, nous, c'est ça l'impact auquel on s'engage. Savoir comment ils vont y arriver, en tout cas, ça ne m'intéresse pas et j'espère que ça n'intéresse personne d'autre à part eux. Mais ils s'engagent sur l'impact. Et puis après, bien sûr, les initiatives qui viennent nourrir, qui supportent les KR. En termes d'apprentissage, je dirais que ça a été un peu compliqué de faire comprendre la différence entre un OKR et un KPI. On commence à y arriver. Donc, OKR très orienté business. KPI, ça peut être de plusieurs natures. Mais en tout cas, on a dit, voilà, les OKR, ils vont être exclusivement focalisés sur la GMV. Donc, c'est le chiffre d'affaires dans notre langage. Et le ROC, donc la marge. Les équipes, tous les quarters, on reshuffle les cartes parce que le monde change. Donc, notre marché est un marché extrêmement compétitif, extrêmement dynamique. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est bon, j'ai mes KR annuels et puis de toute façon, je les ferai tous. Non, chaque équipe doit repenser ses KR pour être toujours à la page du marché. Et puis, un gros learning également, qui est qu'un KR, c'est déjà bien si on peut le mesurer et c'est mieux qu'il soit mesurable que parfait. C'est-à-dire on avait une tendance à passer pas mal d'efforts pour être sûr que c'est bien 5,25%.
Je veux être sûr que c'est 5,25%. Non, mais en même temps, c'est pas très grave, hein. Si c'est 5, si c'est 4,8, le problème reste le même. 5,25, c'est pas très grave. Oui, mais quand même. Donc vraiment l'envie d'avoir de la perfection sur les chiffres, etc. Nous, on a plutôt fait du 80-20 en disant, écoute, de manière directionnelle, si c'est 5%, ça peut être 4,8, ça peut être 5,2, ça ne va pas changer la face du monde. Dans tous les cas, voilà le process pour résoudre le problème. Et ce point de c'est pas très grave si c'est pas parfait, mais il faut que directionnellement ce soit juste, c'était pas non plus une évidence absolue. Sur le Discovery. Sur le Discovery, ça a été un parcours extrêmement intéressant, très difficile à déployer. Forcément difficile parce que c'est des nouveaux métiers, parce que les équipes ne sont pas habituées à travailler comme ça, notamment les équipes business. Et donc, il faut apprendre. Et pour apprendre, on s'est entouré, on a eu la chance de pouvoir accueillir dans nos équipes des profils extrêmement seniors en product strategy et en discovery. Les designers ont vraiment eu un rôle extrêmement important à jouer. Donc, on a d'abord vraiment constitué ce socle de super experts. Ensuite, on a déployé les outils, les frameworks pour accompagner les équipes. Et puis, on a formé... D'ailleurs, je crois que c'est chez TIGA qu'ils ont été formés. On a formé nos équipes for in a box, que ce soit... les quatre, en fait. Donc, business, produit, design et tech. Oui, on a fait un peu de formation en externe. Et puis en fait, des Gamba Walk. Merci, Conto, pour le terme, au quotidien avec les équipes. Donc, vraiment, s'asseoir à côté et faire face aux problèmes ensemble plutôt que de se regarder dans les yeux. Bon, ça, c'était juste parce que quand même, on en est super fiers d'avoir réussi à mettre en place des OST. C'est pareil, ça doit vous sembler assez basique, mais l'exercice n'est pas évident quand vous devez expliquer aux équipes comment dissocier le problème de la solution, la root cause du problème. Pas trivial. Donc, on a vraiment fait beaucoup de travail et puis on a la chance d'avoir quelques leads PM extrêmement puissants sur ce sujet. Alors, il y a notamment Florian, je ne sais pas s'il est dans la salle. Merci Florian, si tu es dans la salle, pour tout ce que tu as apporté là-dessus. Vraiment de la pensée structurée et analytique pour aider à sélectionner les meilleures solutions. Les difficultés, trouver du temps pour le discovery, parce que je ne peux pas, je dois livrer. Oui, mais il faut que tu fasses du discovery, oui, mais je ne peux pas, je dois livrer. Donc ça a été quelque chose d'assez challengeant. La formation des nouveaux, c'est-à-dire il faut voir, on a commencé le 1er février, on a fini fin décembre. On a accueilli énormément de talents. Ben voilà, il faut juste s'assurer que les frameworks sont bien appropriés, que les process sont exécutés correctement. Et puis, le troisième point, qui est la rétention des talents seniors pendant cette phase de transformation. Parce que, clairement, la répartition du temps pour un designer, un PM ou un lead PM ou un tech dans des phases de transfo, ça va être 80% de change et d'accompagnement des autres équipes et 20% de développement et de renforcement de mes skills initiales. Donc, pas facile pour des talents qui veulent au contraire creuser leur expertise et vraiment approfondir leur expertise, d'accepter de mettre un peu juste entre parenthèses quelques mois. En fait, va plutôt expliquer à tes collègues comment s'y prendre et fais du training sur le terrain parce que c'est ça qui va payer dans la durée. On a beaucoup travaillé sur les valeurs. Alors ça, je crois que 4 semaines après s'être dit, on va appuyer sur le bouton et on va tout casser. On n'avait aucune idée de à quoi on allait atterrir en termes de modèle, mais ce dont on était sûr, c'était les valeurs qu'on voulait véhiculer au sein des équipes. Et ces valeurs-là, c'est la centricité utilisateur. Donc vraiment, essayer de factualiser les hypothèses et de débiaiser les convictions. L'approche collaborative, le for in a box. Le focus. Donc, il vaut mieux prendre les sujets un par un plutôt que de dire oui sur 25 initiatives. La créativité, s'autoriser ces moments de respiration pour arrêter de... oui, on fait ça depuis 5 ans, je veux dire... oui, justement, si ça fait 5 ans que tu fais la même chose, c'est peut-être le bon moment pour la remettre en question. Et puis, l'empowerment des équipes, rendre nos équipes totalement honneur de leurs solutions, de leurs produits digitaux, du début à la fin. C'est-à-dire que il n'y a pas chez nous des personnes qui réfléchissent et qui font, et puis des personnes qui communiquent en plénière, parce que quand même, c'est mon équipe qui a fait tout ça, donc c'est moi qui prends la lumière. C'est les équipes qui font, qui communiquent, qui vont en Bravo Meeting et qui sont mises en lumière. Pour vous dire, moi j'étais extrêmement heureuse il y a quelques semaines. On a une équipe for in a box qui est allée pitcher à Alexandre Bompard la manière dont il travaillait.
Donc ça a généré plein de questions ultra intéressantes. Mais voilà, me dire que des piliers comme ça d'organisation produit peuvent être présentés par les équipes qui le font au quotidien au CEO d'une des plus grosses sociétés du CAC 40. C'était un moment extrêmement précieux. Des petits tips. J'ai mis dans le titre, pas sûr que je devrais les partager, mais je le fais quand même parce que ça va rester entre nous. Qu'est-ce qui nous a permis de réussir en fait cette transfo? Et quand je dis réussir, c'est qu'en fait ce modèle-là, donc qu'on a fait atterrir fin décembre, c'est le modèle sur l'e-commerce, le marketing, services financiers, services marchands et magasins. C'est le modèle qui va être passé à l'échelle du groupe dans l'ensemble des pays du groupe Carrefour, puisqu'il a démontré son efficience et sa pertinence. Donc c'est en ça que je dis c'est somehow une réussite. 3 petits tips. Ne jamais demander la permission, mais par contre apprendre à s'excuser. C'est-à-dire que si vous attendez l'autorisation de faire des choses, vous pourrez attendre longtemps. Alors, j'ai 20 ans d'entrepreneuriat derrière moi, donc effectivement, en général, je m'autorisais ce que je souhaitais faire. Important, je pense, pour réussir ce type de transfo dans des organisations complexes, d'y aller, en fait. D'y aller. Oui, mais ce n'est pas le process. Oui, mais j'y vais. Oui, mais ce n'est pas la grille de rémunération pour les... Oui, mais j'y vais. Oui, mais on n'a pas le droit d'utiliser ces outils. Oui, mais on va le faire quand même. Petite illustration, on utilise Notion qui est pas autorisé chez Carrefour. Bon, maintenant, on est 800 à l'utiliser, du coup, ça va aider à le faire référencer. Donc, voilà, je pense que c'est important. Moi, c'est quelque chose qui m'avait été donné dans ma vie d'avant, ce point-là. Alors, je pense que ça fonctionne si on a un alignement interne avec son soi, hein, sur la conviction, les tripes, l'engagement qu'on met sur les sujets, on peut se permettre d'oublier de demander l'autorisation. Ensuite, l'apprentissage sur le terrain. On n'a pas fait beaucoup de slides pour faire cette transfo-là. Par contre, on a passé énormément de temps auprès des équipes pour leur montrer, pour faire avec, pour débarquer dans des phases de discovery et faire du problem solving à leur côté. Donc, extrêmement terrain et très bottom-up versus ben voilà la transfo, voilà le modèle, voilà le process, voilà ta job desk, bonne exécution. On l'a vraiment pas fait comme ça. On a aussi associé dès le début de la transfo un petit groupe de change makers. On a pris un représentant en fait de chaque direction, donc on était 15. Et comme on voulait réussir cette transfo sans investissement, on avait listé tous les streams et en disant ben voilà, il y a ce stream-là qui prend. Bon, au début, ils n'osaient pas trop. Et puis après, menace. Si personne ne prend, on va prendre un cabinet extérieur et c'est eux qui vont travailler le modèle dans lequel tu vas bosser pour les 5 prochaines années. Alors je prends. Et ça a été extrêmement vertueux en fait, parce que c'est vraiment un modèle qu'on a écrit à plusieurs mains, chacun en apportant ses réflexions et sa capacité d'influence auprès de ses équipes, etc. Et le 3e point, donc fake it until you make it. Ça aussi, on me l'avait appris dans ma vie d'avant. Donner l'impression quand vous interagissez avec des membres du COMEX que tout va bien. Mais oui, tout roule. Honnêtement, les OKR, on pilote le truc toutes les 2 semaines, tous les dashboards sont automatisés. Au début, c'est pas très vrai. On a fait notre première kermesse en décembre. Je suis passée devant le directeur financier du groupe Carrefour en expliquant qu'en fait, pour les budgets, on allait arrêter d'écrire la feuille de route de janvier à décembre en disant que telle initiative qu'on compte faire le 12 septembre allait coûter 127 630 €. Non, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. On a des OKR, on va générer de l'impact. Oui, mais vous allez faire quoi? On va générer l'impact et voilà le ROC et la GMV qu'on s'engage à générer. Mais tu es sûr de ton coût? Oui. Première fois, premier exercice d'OKR. Bon, au final, on a fait plus en ROC, un tout petit peu moins en GMV, mais on a délivré plus de ROC que ce qu'on avait pensé. Donc là aussi, je pense pour être capable de donner l'impression que tout va bien, un peu comme le canard. Vous voyez, le canard, il pédale, et puis d'extérieur, vous avez l'impression qu'il est super serein sur son étang, et en dessous, c'est le Bronx. C'est important, parce que sinon, vous créez des inquiétudes fortes, en fait, dans les organisations.
Et puis, à un moment donné, fin de la récré, et merci, c'est plus la peine. Donc, il fallait absolument qu'on évite ça. Donc, tout s'est déroulé selon le plan, à merveille, dans pleine sérénité. Voilà, et tout ça, alors il est dans la salle. Je voudrais vraiment, vraiment très fortement remercier Louis Jumeau. Je ne sais pas où il est, Louis, qui a rejoint les équipes en janvier 2022 sur un poste qui est absolument pas ce qu'il a fait, puisque 2 semaines après son arrivée, je dis écoute, on va tout péter, on fait le truc. Et il me dit ouais. Et je pense que c'est le genre d'expérience qu'on ne peut vivre qu'en étant entouré. Donc c'est pas c'est loin d'être ma transfo, c'est la transfo de l'ensemble des équipes digitales de Carrefour. Et donc encore merci Louis pour ta résilience, ta foi, ta prise de risque et ton acharnement à faire de cette transfo un succès. Voilà. On peut prendre quelques questions. Oui, oui. Ça réveille Valérie après le déjeuner. Hein. Ce que je vous propose, il nous reste 5 minutes, même un peu plus. Donc s'il y en a qui ont des questions à poser, je pense que Valérie sera ravie de vous répondre. Je remets ça pour pas que vous oubliez. Ouais. Oui. Bonjour, Cory Chaplin de HomeServe. Est-ce que vous avez utilisé des Product Ops ou d'autres formes d'accompagnement de l'organisation produit pour pouvoir aller à l'échelle? Non. C'était dans les cases dont on avait besoin au début. On se dit, il nous faudra un Product Ops. Et puis, c'est allé tellement vite et il s'est passé tellement de trucs qu'on l'a toujours pas, en fait. Par contre, on a eu la chance d'accueillir dans nos équipes fin T3, Ben Dupont, qui est venu nous aider à finir de faire atterrir le modèle, notamment beaucoup de travail autour des OKR, du discovery, des formations des équipes, pour nous aider un peu à wrap up l'upskilling des équipes. Mais non, je pense dans un monde normal, on aurait au début de la transfo dit, alors attends, qui va faire quoi? On a besoin de et on aurait eu un Product Ops. Comme on est parti direct, on va tout péter, sans savoir ce qu'on allait faire quand. Enfin, quand même, Louis avait structuré le truc, mais ça s'est fait un peu en marchant, quoi. Et puis, on a découvert plein de trucs. Hein. On a dû refondre tout le système RH, par exemple. Parce qu'effectivement, quand vous regardez les grilles et les critères d'évaluation d'un directeur de magasin, ça va être chaud pour trouver le rapport avec un PM. Et donc, du coup, on a mis à plat toutes les grilles RH et tous les parcours de carrière RH. Tout le système de gouvernance budgétaire aussi, puisqu'avant c'était quelque chose de complètement différent. Donc il faut réécrire ces éléments-là. Voilà. Mais non, on n'a pas eu de Product Ops. Mais il y a une partie des... Enfin voilà, bon, il y a eu Ben, bien sûr, Louis, certains leads PM qui étaient plus forts que d'autres sur certaines facettes qui ont aussi aidé à l'upskilling. Et puis les équipes design ils étaient tellement pleins d'énergie, ils y sont allés aussi très fort, quoi. Vous me faites faire des kilomètres. Qui a levé la main? Bonjour, Sébastien Placiard. J'avais une question sur le 4 in a Box. Et je voulais savoir en fait quel profil était spécifique était intégré. Donc je ne sais pas si c'est une dimension de squad sur lequel on parle. Et je voulais savoir en fait quels sont les profils côté surtout business, etc. Enfin, qu'est-ce que vous englobez là-dedans? Ok. Alors côté business, ça suit la hiérarchie de Carrefour. C'est-à-dire que j'allais dire le plus gros niveau du 4 in a Box, ça va être les membres du Comex Group. Ensuite, au niveau France, alors, c'est pas tout à fait complètement comme ça encore, mais en tout cas, c'est la vision. Là, je suis en train de fake it. Au niveau France, pareil, donc un représentant business, produit, design, tech, niveau Comex, France. Et ensuite, dans la Digital Factory, typiquement, la partie business, elle est portée par les... alors, au niveau de la direction de la North Star étant le nom qu'on a donné aux équipes produits, et on en a 9, il va y avoir le porteur du PNL. Par exemple, sur le Drive, on a un owner du PNL qui travaille sur l'offre, sur le pricing, etc. Il est inclus
dans le For in a Box de la North Star One Stop Shop, par exemple. À côté de lui, il a un lead PM, il a un VP Engineer et un Product Designer. Au niveau d'en dessous, donc au niveau de l'équipe produit, on a PM, Engineering Manager, Business Owner, donc c'est-à-dire par exemple une personne dans les équipes Drive qui va travailler sur des produits qui touchent à la productivité des pickers, il va être là, et un designer. Donc c'est le For in a Box, en fait, il épouse la hiérarchie et on réplique le For in a Box sur l'ensemble des niveaux, donc au niveau de direction de l'ANS et équipe produit. Et les équipes produits, elles sont assez standards, hein, on a un PM pour entre 5 et 7 devs, un designer par équipe produit, et puis des fonctions transverses, typiquement chapter lead, front ou Java. Voilà. Une dernière question. Ouais. On ne sait plus ce qui est fake it dans toutes les slides, Valérie. Sylvain Desmaisons, Michelin, une question à propos du processus budgétaire. Les grandes clés pour arriver à le hacker, c'est quoi? Une des grandes clés pour arriver à le hacker, à le transformer. Alors, je réfléchis. Comment on a fait? Oui, si. Discussion avec le directeur financier. C'était pas le plus gros sponsor du financement en capacitaire et des OKR. Néanmoins, c'était en un meeting, très utile ce meeting. Donc je lui ai expliqué que j'allais arrêter de livrer des listes à l'année, des listes de fonctionnalités. Il dit non, mais j'ai besoin de savoir ce que vous faites. Donc j'ai dit non, tu as besoin de savoir quelle valeur on engage et quel ROI on génère. C'est-à-dire quand tu nous confies 100, qu'est-ce que ça veut dire en ROC et qu'est-ce que ça veut dire en GMV? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire non, mais en fait, moi je m'en fiche de l'équation commerciale. Ce qui m'intéresse, c'est le delivery. Donc il dit oui. Je dis écoute, ça tombe bien. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Donc nous, on va te faire un reporting extrêmement transparent. Tous les jours, tu pourras faire F5 sur l'interface et voir le taux d'atteinte. La faking, on n'y est pas encore au F5 avec la mise à jour. Tu pourras voir la mise à jour de l'impact. Et tu seras donc, toi, directeur financier, en capacité de dire, et ça c'est magique, j'ai mes 9 équipes produits. Cette équipe-là, quand je lui confie 10, elle génère 8 de ROC, 12 de GMV. Celle-là, quand je lui confie 10, elle génère 4 et 6, ou 4 et 17. Là, le prochain trimestre, j'ai plutôt besoin de ROC. Eh bien, je vais surfinancer cette équipe-là et celle d'à côté. La deuxième, je vais la mettre à part parce qu'elle est plutôt orientée GMV, et tout va très bien. Donc ça s'est fait comme ça. Merci, et je pense que c'est vraiment un super exemple pour plein de personnes où on entend souvent dire les gens mais ouais mais je peux pas, mon CEO veut pas, donc vous voyez que chez Carrefour c'est possible, donc vous n'avez plus d'excuses. Valérie, un grand merci, c'était vraiment super intéressant. Avec plaisir.